Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Le fait du jour, bien sûr, c'est ce carnage à Annecy hier. L'auteur de ces tentatives d'assassinat au couteau sur des personnes âgées, sur les enfants, c'est tellement indescriptible. On ne sait pas grand-chose sur cet homme. Était-il fou ou pas? Était-il vraiment chrétien ou pas? Quelles étaient ses motivations? L'enquête est en cours. On ne veut pas se jeter tête baissée dans une interprétation, une surinterprétation politique ou je ne sais quoi. Mais on sait une chose sur ce personnage. On sait une chose, c'est qu'il bénéficiait du droit d'asile en Suède depuis 2013, qu'il était arrivé à Annecy en octobre 2022 et qu'il avait fait une demande de protection. Et donc, je pense qu'il faudrait se poser une question juridique. J'ai souhaité qu'on se pose une question juridique ensemble, comprendre ce qu'est ce droit d'asile, pourquoi quelqu'un qui a le droit d'asile en Suède peut se retrouver en France. Et pour en parler, j'accueille Anne-Marie Le Pourrier, le professeur Anne-Marie Le Pourrier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur des universités en droit public, c'est vraiment votre spécialité aussi. D'ailleurs, c'est cette question des droits de l'homme, des libertés fondamentales, en lien avec ce qu'on appelle, disons, l'état de droit. Première question, en tant que citoyenne plus qu'universitaire, est-ce qu'à votre avis, il faut s'interdire d'aborder la question du droit d'asile, ou est-ce que cet événement extrêmement tragique nous invite à réfléchir, bien sûr sans verser dans la récupération ? Non, mais de toute façon, il faut s'interroger sur le droit d'asile, tout à fait indépendamment de ce cas d'Annecy. Il est urgent de s'interroger là-dessus, puisque ce qui se passe dans nos pays, c'est depuis des années un détournement massif de la procédure du droit d'asile. Le droit d'asile est réservé à des gens qui sont persécutés dans leur pays en raison alors soit de leur action en faveur de la liberté, ça c'est le droit d'asile constitutionnel, soit le droit d'asile dit conventionnel, ce sont les gens qui peuvent être persécutés en raison de leur race, de leur religion, de ceci, de cela. Alors il y a deux sources, on peut peut-être marquer une pause. Il y a plein de sources. Mais oui. Disons, si on fait une synthèse, il y a une source constitutionnelle et il y a une source des traités, c'est ça? Oui, pour ce qui est du droit d'asile. Mais l'Union européenne a créé aussi des protections subsidiaires, temporaires, pour les arrivées en masse, etc. On a rajouté une couche, l'Union européenne, on a rajouté une couche. On a rajouté une couche, mais dans tout état de cause, si vous voulez, il faut donc pouvoir justifier qu'on est effectivement persécuté dans son pays, qu'on ne peut pas y vivre, etc. Mais on a depuis toujours admis, évidemment, parce qu'au début, les gens qui le demandaient, c'était des cas individuels. Et de toute façon, ça a été prévu pour des cas individuels au départ. Ces gens viennent par exemple en France ou ailleurs, et on leur donne temporairement le temps d'examiner leur demande. On leur donne temporairement de quoi vivre, on les héberge, ils sont nourris, logés, blanchis. En attendant que leur demande d'asile soit... Mais alors, ceci a créé un appel d'air terrible de tas de migrants économiques qui se précipitent dans des bateaux, à Lampedusa et ailleurs, et qui débarquent de cette façon-là, en masse véritable, et bien sûr, leurs demandes vont être rejetées, mais... ils resteront sur le territoire. Mais bien sûr, parce que vous allez encombrer l'OFPRA et toutes les institutions qui vont mettre un temps fou à répondre. Comment voulez-vous, puisque vous avez des milliers de demandes, donc évidemment ça va prendre un temps fou, que vous avez toute une procédure contradictoire, avec du dilatoire, des associations qui viennent en aide à ces gens-là, et qui pour faire appel, ont des récits préparés à l'avance. Voilà, et le résultat c'est que ils sont encore là des mois et des années, toujours en transit, et une fois qu'on leur refuse, qu'on a examiné leur demande et qu'elle est refusée, on n'arrive pas à les renvoyer. Alors, vous avez dit deux choses qui m'ont interpellé. La première, revenons peut-être aux sources du droit d'asile. 1951, il y a une convention très importante, la Convention de Genève, et on dit qu'à ce moment-là, il y avait quelques centaines de personnes par an qui en bénéficiaient. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu 600 000 bénéficiaires de première demande de dépôt d'asile depuis 2017. Donc c'est une explosion, c'est le phénomène que vous décrivez. C'est une explosion, parce que ce sont des fausses demandes d'asile. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 1951? Pourquoi ça a explosé à ce point-là? Ce qui se passe maintenant, ce sont des migrants économiques qui, ne pouvant avoir des visas pour migrer, vont utiliser le système de l'asile. Donc est-ce que ça veut dire, Anne-Marie Le Pourrier, qu'on a étendu la définition du bénéficiaire? Non, on l'a pas étendu, simplement c'est interprété de telle manière et la procédure est si favorable qu'ils utilisent celle-là.
Donc c'est le comment. Ils savent qu'avec un système de visa et ça marchera pas. Eh bien très bien, on embarque en Libye, en Tunisie et sur des machins, on paye des passeurs et on se trouve largué en Méditerranée avec des aimables bateaux armés par Soros, les ONG et tous les machins qui vont aller vous chercher et qui vont forcer les ports italiens, etc. C'est ça. Donc c'est le voilà. comment on traite cet asile. Voilà, la définition même de l'asile n'aurait pas besoin d'être changée d'après vous. Eh ben, le problème, parce que quand vous avez un changement complet, le Conseil constitutionnel l'avait admis d'ailleurs dans un domaine, lorsque vous avez un changement complet des circonstances de fait, vous êtes bien obligé d'adapter le droit. Bon, vous voyez bien que la procédure que nous avons actuellement cause un appel d'air formidable et un détournement massif. Donc il va bien falloir la changer. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'en 1951, par exemple, il y avait environ 250 millions d'Africains, il y en a maintenant 1 milliard 300 ou 400 millions. Voilà. Donc on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur. La perspective des spécialistes de la démographie au Sahel nous annonce le pire devant nous. Bon, donc voilà. Et donc si on ne prend pas des mesures drastiques, on ne va pas y arriver. Mais sans revenir... Or, je ne vois pas, parce que le Conseil européen vient d'adopter à la majorité, puisque désormais c'est la majorité, donc il y a la Pologne et la Hongrie qui ont voté non, et plus d'autres États qui se sont abstenus, mais donc c'est passé. Maintenant ça reste à discuter au Parlement européen, le fameux pacte migratoire. Or, qu'est-ce qu'il prévoit simplement? Écoutez, voilà, on va soulager l'Italie, notamment les pays d'arrivée, là, on va les soulager en prenant des quotas. Et on va nous-mêmes examiner leurs demandes. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'il n'y a pas de réforme. Il y a une confusion à dessein entre de l'immigration économique et du vrai droit d'asile. Oui, bien sûr. Et je pense qu'à ce degré d'impuissance manifeste de l'Europe et autres, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Il aurait pu, à votre avis, ce personnage bénéficier de l'indemnité, je crois que c'est 426 € par mois et d'un logement ou pas? Non, parce que puisqu'il a déjà le statut de réfugié, il ne pouvait pas le demander. C'est évident que sa demande était abusive. Bien sûr. Donc il a les droits au refus. Mais manifestement, c'est un type qui n'est pas bien du tout dans sa tête. Il a accumulé les frustrations parce qu'il n'a pas eu la nationalité suédoise. Il s'est fait virer par sa femme, etc. Et donc là, de toute évidence, il pète un câble, quoi. Bon, merci. Il aurait pu rester là où il était. Oui, voilà. Il aurait pu rester où il est, mais si vous voulez, à partir on n'a pas vocation à accueillir tous les gens qui pètent des câbles de la terre. À partir du moment où un étranger est en situation régulière sur un pays de l'Union, de Schengen, et ben il peut rentrer dans un autre. Bon, attention, ça ne veut pas dire qu'il puisse s'y maintenir. Hein. Bien sûr. Il faut qu'il ait des. Mais là, on avait refusé, mais il aurait pu encore faire des appels ou pas et se maintenir. Ah oui, pourquoi pas. Oui. De toute façon, se maintenir, ça c'est fastoche. C'est ça. Oui, puisque finalement... De toute façon, vous savez, nos rues regorgent de gens qui sont sous OQTF. Il a été refusé, qui sont toujours là. OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire, qui n'est plus vraiment une obligation. Ou droit d'asile refusé, donc dans l'obligation de partir, mais ils sont toujours là. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, faut pas rêver. Merci infiniment. Vous seriez d'accord, en un mot, pour dire qu'effectivement un État doit d'abord tenir ses frontières. C'est pas possible sinon. Ah, mais non seulement un État doit tenir ses frontières, mais enfin, expliquez-moi comment des États souverains, surtout le tout-pourtour méditerranéen, ne sont pas fichus d'arrêter les activités des passeurs. C'est une question qu'on laisse pour la prochaine fois. Quand même, on a la pire vermine, la pire mafia qui soit. Oui, enfin, vermine, c'est le terme. Et or, personne n'est capable d'arrêter ça. On vous réinvitera pour savoir. Est devenu quelque chose d'hallucinant. On vous réinvitera pour examiner comment peut-être arrêter ces mafias. Merci infiniment, en tout cas, Anne-Marie Le Pourrier. Je rappelle que vous êtes professeure des universités.